Chapitre 6 de Charybde en Scylla. Bilbo avait échappé aux gobelins, mais il ignorait où il se trouvait. Il avait perdu capuchon, manteau, vivres, poney, ses boutons et ses amis. Il continua d'errer devant lui jusqu'à ce que le soleil commençât de se coucher, derrière les montagnes. Leur ombre tomba sur le chemin de Bilbo, et il se retourna. Il regarda ensuite en avant, où il ne vit que des crêtes et des pentes descendant vers des basses terres et des plaines qu'il apercevait par moments entre les arbres. « Juste ciel !» s'exclama-t-il. « Il semble que je sois arrivé tout droit de l'autre côté des monts brumeux, au bord même du pays d'au-delà. Où donc Gandalf et les nains peuvent-ils être arrivés? J'espère seulement, pour l'amour de Dieu, qu'ils ne sont plus là-bas au pouvoir des gobelins. » Il continua d'avancer au hasard, sortit du haut vallon, on franchit le bord et descendit la pente au-delà. Mais durant tout ce temps, une idée très inquiétante se développait en lui. Il se demandait s'il ne devait pas, maintenant qu'il avait l'anneau magique, retourner dans les combien horribles tunnels à la recherche de ses amis. Il venait de décider que tel était son devoir, qu'il devait faire demi-tour, et il en était bien malheureux, quand il entendit des voix. Il s'arrêta pour prêter l'oreille. Cela ne paraissait pas être des gobelins. Aussi s'avança-t-il avec précaution. Il se trouvait dans un sentier pierreux qui descendait en serpentant, avec un mur de roche sur la gauche. De l'autre côté, le terrain dévalait et il y avait sous le niveau du sentier des combes surplombées par des buissons et des arbres. Dans l'une de ces combes, sous les buissons, des gens parlaient. Il se glissa encore plus près et soudain il vit, scrutant les alentours entre deux gros blocs de pierre, une tête recouverte d'un capuchon rouge. C'était Balin qui faisait le guet. Bilbo aurait volontiers battu des mains et crié de joie, mais il s'en abstint. Il portait toujours l'anneau dans la crainte de rencontrer quelque chose d'inattendu et de désagréable, et il voyait que Balin avait le regard fixé droit sur lui sans le remarquer. « Je vais les surprendre tous », pensa-t-il comme il se glissait dans les buissons au bord de la combe. Gandalf discutait avec les nains. Il délibérait sur tout ce qui leur était arrivé dans les tunnels, et il se demandait et débattait quelle conduite tenir à présent. Les nains grognaient, et Gandalf était en train de dire qu'ils ne pouvaient vraiment pas poursuivre leur expédition en laissant Monsieur Saquet aux mains des gobelins, sans essayer de découvrir s'il était vivant ou mort, et sans tenter de le délivrer. « Après tout, c'est mon ami, » déclara le magicien. « Et un petit gars qui n'est pas mal du tout. Je me sens responsable de lui. Si seulement vous ne l'aviez pas perdu. » Les nains demandèrent pourquoi diable on l'avait emmené, pourquoi il ne pouvait rester attaché à ses amis et les suivre, et pourquoi le magicien n'avait pas choisi quelqu'un de plus sensé. « Il nous a apporté plus de difficultés que d'aide jusqu'ici, » dit l'un. « S'il faut maintenant que nous retournions le chercher dans ces abominables tunnels, eh bien, qu'il aille au diable, voilà mon avis. » Gandalf répondit d'un ton courroucé. « Je l'ai amené, et je n'ai pas l'habitude d'amener des inutilités. Ou vous m'aidez à le chercher, ou j'y vais en vous laissant ici pour vous tirer du pétrin tout seul du mieux que vous le pourrez. Si seulement nous pouvons le retrouver, vous me remercierez avant que tout ne soit terminé. Qu'est-ce qui t'a pris de le laisser tomber, Dori ?»« Vous l'auriez laissé tomber vous-même, » répondit Dori. « Si un gobelin vous avait brusquement saisi par derrière dans le noir, vous avez fait trébucher et vous avez donné un grand coup de pied dans le dos. Alors pourquoi ne pas l'avoir ramassé après cela? Juste ciel, comment pouvez-vous le demander? Avec les gobelins qui se battaient et mordaient dans le noir, et tout le monde qui tombait par-dessus des corps et échangeait des coups. Vous avez failli me trancher la tête avec Glamdring. Et Thorin portait de ci, de là et partout des estocades avec Orcrist. Tout à coup, vous avez lancé un de vos éclairs aveuglants, et nous avons vu les gobelins s'enfuir en glapissant. Vous avez crié « Suivez-moi tous !» et tous auraient dû suivre. Nous pensions que c'était le cas. Il n'y avait pas le temps de compter, vous le savez bien, jusqu'à ce qu'après nous êtes précipités au travers des gardes de la porte, et avoir franchi la porte inférieure, nous fussions arrivés pêle-mêle ici. Et nous voici, sans le cambrioleur.
qu'il soit sévèrement blâmé. Et voici le cambrioleur, dit Bilbo, descendant au milieu d'eux et retirant son anneau. Comme ils sautèrent, Dieu me bénisse. Puis ils poussèrent des cris de surprise et de joie. Gandalf fut aussi étonné que les autres, mais sans doute était-il plus heureux que tous. Il appela Balin pour lui dire ce qu'il pensait d'un guetteur qui laissait des gens arriver en plein milieu d'eux à l'improviste. Il est de fait qu'après cela, la réputation de Bilbo grandit fortement auprès des nains. Si, en dépit des assurances de Gandalf, ils avaient encore douté de sa qualité de cambrioleur de premier ordre, ils n'en doutaient certes plus. Balin fut le plus dérouté de tous, mais chacun déclara que c'était là du bien joli travail. En vérité, Bilbo était si content de leurs compliments qu'il se contenta de rire in petto sans rien dire de l'anneau. Et quand ils lui demandèrent comment il y était arrivé, il dit « Oh, je me suis simplement faufilé, vous savez, avec beaucoup de précautions et en grand silence. » Eh bien, c'est la première fois que même une souris se sera faufilée avec précaution et en silence sous mon nez sans que je l'aperçoive, dit Balin. Et je vous tire mon capuchon. Ce qu'il fit. Balin, pour vous servir, dit-il. Monsieur Saquet, votre serviteur, dit Bilbo. Ils voulurent alors tout savoir de ses aventures après qu'il l'avait perdu. Il s'assit donc, elle leur raconta tout, hormis la trouvaille de l'anneau. Pas tout de suite, se dit-il. Ils furent particulièrement intéressés par le concours d'énigmes, et ils frissonnèrent de la description qu'il fit de Gollum. Et alors je ne pus penser à aucune autre question, avec lui assis à mon côté, conclut Bilbo. J'ai donc dit, qu'ai-je dans ma poche? Et il ne fut pas capable de le deviner en 3 coups. Aussi lui dis-je, à votre promesse, montrez-moi comment sortir d'ici. Mais il vint à moi pour me tuer, et je courus, je dégringolai, et il me manqua dans l'obscurité. Alors je le suivis, parce que je l'avais entendu se parler à lui-même. Il croyait que je connaissais vraiment le chemin de la sortie, et il s'y rendait. Et puis il s'assit dans l'entrée, et je ne pus passer. Alors j'ai sauté par-dessus lui, je me suis échappé, et j'ai couru jusqu'à la porte. « Et les gardes ?» demandèrent-ils. « Il n'y en avait donc pas ?»« Oh si, des tas, mais je les ai esquivés. Je me suis retrouvé coincé dans la porte, qui était à peine entr'ouverte, et j'ai perdu quantité de boutons, dit-il, regardant tristement ses vêtements déchirés. Mais je suis tout de même passé en me pressant comme un citron, et me voici. Les nains le considérèrent avec un respect tout nouveau quand il parla d'esquiver des gardes, de sauter par-dessus Gollum, et de se faufiler dans l'entrebâillement de la porte comme si tout cela n'avait été rien de difficile ni d'alarmant. « Qu'est-ce que je vous disais ?» dit Gandalf, riant. « Monsieur Saquet a plus de ressources que vous ne pouvez l'imaginer. » Ce disant, il lança à Bilbo un curieux regard de sous ses sourcils broussailleux, et le hobbit se demanda si le magicien devinait la partie de son histoire qu'il avait passée sous silence. Alors il eut des questions à poser lui-même, car si Gandalf avait tout expliqué aux nains, lui n'en avait rien entendu. Il voulait savoir comment le magicien avait reparu et où ils étaient tous arrivés à présent. À vrai dire, le magicien n'aimait pas expliquer plus d'une fois ses artifices. Il dit donc à Bilbo que lui et Elrond connaissaient bien la présence de mauvais gobelins dans cette partie des montagnes. Mais leur porte principale ouvrait autrefois sur un passage différent, un passage d'accès plus facile, de sorte qu'ils attrapaient souvent des personnes surprises par la nuit près de leur porte. Les gens avaient évidemment renoncé à voyager par là, et les gobelins devaient avoir ouvert, tout récemment, leur nouvelle entrée au haut du passage que les nains avaient pris, puisqu'il avait été considéré comme tout à fait sûr jusqu'à présent. « Il faut que j'avise à trouver un géant plus ou moins convenable pour le bloquer à nouveau, » dit Gandalf. « Sans quoi, on ne pourra bientôt plus franchir les montagnes du tout. » Dès que Gandalf avait entendu le hurlement de Bilbo, il s'était rendu compte de ce qui s'était passé. Dans l'éclair qui avait tué les gobelins qui l'empoignaient, il s'était glissé dans l'entrebâillement juste comme celui-ci se refermait avec un claquement sec. Il avait suivi les conducteurs et les prisonniers jusqu'au bord de la grande salle, et là, il s'était assis pour élaborer dans l'ombre son meilleur tour de magie. « Ce fut une affaire fort délicate, dit-il. Une affaire très incertaine. » Mais évidemment, Gandalf s'était fait une spécialité des enchantements par le feu et les lumières. Même le hobbit n'avait jamais oublié les feux d'artifice magiques
aux réunions de veille du solstice d'été chez le vieux Touc, vous vous le rappelez sans doute. Le reste, nous le connaissons. Sauf que Gandalf savait tout de la porte de derrière, comme les gobelins appelaient la porte intérieure, où Bilbo avait perdu ses boutons. En fait, elle était bien connue de tous les familiers de cette partie des montagnes. Mais il fallait un magicien pour garder la tête claire dans les tunnels et les guider dans la bonne direction. Ils ont fait cette porte il y a très longtemps, dit-il. En partie comme moyen d'évasion si c'était nécessaire, en partie pour se rendre dans les terres qui se trouvaient au-delà, où ils viennent encore la nuit et où ils causent de grands dommages. Ils la gardent toujours, et personne n'est jamais parvenu à la bloquer. Ils la garderont 2 fois plus après tout ceci, ajouta-t-il en riant. Les autres rirent également. Après tout, s'ils avaient beaucoup perdu, ils avaient tué le grand gobelin et nombre d'autres par-dessus le marché, et ils s'étaient tous échappés. On pouvait donc dire qu'ils avaient l'avantage jusque-là. Mais le magicien les rappela à la raison. Il faut continuer notre route sans tarder, maintenant que nous sommes un peu reposés, dit-il. Ils vont se lancer à notre poursuite par centaines aussitôt que la nuit sera tombée. Et déjà les ombres s'allongent. Ils pourront sentir la trace de nos pas durant des heures après notre passage. Il faut que nous soyons à plusieurs milles avant le crépuscule. Il y aura un peu de lune, si le temps reste au beau, et c'est une chance. Non qu'ils craignent beaucoup la lune, mais elle nous donnera un peu de lumière pour nous diriger. Oh oui, dit-il en réponse à d'autres questions posées par le hobbit. On perd la notion du temps dans les tunnels de gobelins. Nous sommes aujourd'hui jeudi, et c'est lundi soir ou mardi matin que nous avons été pris. Nous avons parcouru bien des milles, nous avons descendu au travers du cœur de la montagne, et nous sommes maintenant de l'autre côté. Un beau raccourci. Mais nous ne nous trouvons pas au point où notre passage nous aurait menés. Nous sommes trop au nord, et nous avons devant nous une région ingrate. Et nous sommes encore assez haut. Allons. Mais j'ai horriblement faim, gémit Bilbo qui se rendit soudain compte qu'il n'avait pas pris un seul repas depuis 3 jours. Imaginez cela pour un hobbit. Son estomac lui paraissait tout vide et flasque, et ses jambes tout flageolantes, maintenant que l'émotion était passée. On n'y peut rien, dit Gandalf, à moins que vous ne vouliez retourner demander gentiment aux gobelins de vous rendre votre poney et votre bagage. Oh, non merci, dit Bilbo. Eh bien alors, nous avons plus qu'à nous serrer la ceinture et à poursuivre notre pénible chemin, sans quoi nous servirons de dîner, ce qui sera bien pire que de ne pas en avoir nous-mêmes. Dans leur marche, Bilbo cherchait de part et d'autre quelque chose à manger. Mais les murs n'étaient encore qu'en fleurs, et naturellement, il n'y avait pas de noix, ni même de baies d'aubépine. Il grignota un bout d'oseille, but à un petit ruisseau de montagne qui traversait le chemin, et mangea 3 fraises des bois qu'il trouva sur le bord. Mais cela ne servit pas à grand-chose. Ils poursuivirent toujours plus avant, le sentier raboteux disparut. Les buissons, les longues herbes entre les gros cailloux, les taches de gazon tondues par les lapins, le thym, la sauge, la marjolaine et les soleils jaunes, tout cela s'évanouit, et ils se trouvèrent au haut d'une large et rapide pente de pierres tombées, reste d'un éboulement. Quand ils se mirent en devoir de descendre par là, des décombres et des petits cailloux roulèrent sous leurs pieds. Bientôt, de plus grands morceaux de pierre, détachés, descendirent avec fracas, entraînant d'autres morceaux qui se mirent à glisser ou à rouler. Puis des blocs de rochers, ébranlés, s'en allèrent en bondissant s'abattre avec fracas au milieu de la poussière. Avant eux, toute la pente au-dessous d'eux parut en déplacement, et ils déboulaient tous pêle-mêle dans une horrible confusion de pierres et de rochers roulants, crépitants et craquants. Ce furent des arbres au bas de la pente qui les sauvèrent. Ils glissèrent dans l'orée d'une pinède qui, à cet endroit, grimpait au flanc de la montagne à partir des forêts plus sombres et plus profondes des vallées intérieures. Les uns s'accrochèrent au tronc et s'élancèrent dans les branches basses, tandis que les autres, dont le petit hobbit, se réfugiaient derrière un arbre pour se garantir de l'assaut des rochers. Bientôt le danger fut passé. Le glissement avait cessé, et on n'entendit plus que les derniers faibles éclats des plus grandes pierres déplacées qui bondissaient et tournoyaient parmi les fougères et les racines des pins, loin au contrebas. Eh bien, voilà qui nous a fait avancer un peu, dit Gandalf. Et même les gobelins qui nous poursuivront auront du boulot pour descendre ici tranquillement. Sans doute, grommela Bombure, mais ils n'auront aucune peine à envoyer des pierres rouler sur nos têtes.
Les nains, et Bilbo, se sentaient rien moins qu'heureux, et ils massaient leurs jambes et leurs pieds meurtris. Allons donc, on va s'écarter par là du chemin de l'éboulement. Mais il faut se dépêcher. Regardez la lumière. Le soleil était depuis longtemps descendu derrière les montagnes. Déjà, les ombres s'épaississaient sur elles, bien qu'à travers les arbres, au loin et par-dessus les têtes noires de ceux qui poussaient plus bas, on put encore voir les reflets du soir sur les plaines au-delà. Ils clopinèrent alors aussi vite qu'ils en étaient capables sur les douces pentes d'une forêt de pins, dans un sentier incliné qui menait régulièrement vers le sud. Par moments, ils se frayaient un chemin dans une mer de fougères impériales, dont les hautes tiges s'élevaient bien au-dessus de la tête du hobbit. Parfois, ils marchaient sans bruit sur un lit d'aiguilles de pin, et tout ce temps, l'assombrissement de la forêt se faisait plus lourd et le silence plus profond. Il n'y avait pas ce soir-là le moindre vent pour amener même un soupir dans les branches des arbres. Faut-il vraiment aller plus loin demanda Bilbo quand l'obscurité fut devenue si épaisse qu'il ne pouvait plus voir que la barbe de Thorin qui se dandinait à côté de lui et le silence si complet qu'il entendait résonner la respiration des nains comme un bruit puissant. Mes doigts de pied sont tout meurtris et crispés. Mes jambes me font mal et mon estomac se balance comme un sac vide. Encore un peu plus loin, dit Gandalf. Après un temps qui leur parut un siècle, ils arrivèrent soudain à un espace où ne poussait aucun arbre. La lune était levée et brillait dans la clairière. Quelque chose les frappa tous, leur donnant le sentiment que l'endroit n'était pas du tout agréable, bien qu'on n'y pût rien voir de mauvais. Tout à coup, ils entendirent venant d'assez loin en contrebas un long hurlement à donner le frisson. Un autre y répondit à droite, beaucoup plus proche. Puis un autre, pas très loin sur la gauche. C'étaient des loups hurlant à la lune, des loups qui s'assemblaient. Il n'y avait pas de loup près du trou de Monsieur Saquet, là-bas, mais il connaissait ce bruit. Il se l'était assez souvent fait décrire dans les contes. L'un de ses cousins plus âgés, du côté Touk, qui avait beaucoup voyagé, le lui imitait pour lui faire peur. L'entendre dehors dans la forêt sous la lune, c'en était trop pour Bilbo. Même les anneaux magiques ne servent guère contre les loups, surtout contre les bandes malfaisantes qui vivaient à l'ombre des montagnes infestées de gobelins, au-delà de la limite du désert au bord de l'inconnu. Les loups de cette espèce ont l'odorat plus fin que les gobelins et n'ont pas besoin de vous voir pour vous attraper. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? S'écria-t-il. Échapper aux gobelins pour être attrapé par les loups, dit-il, ce qui devait passer en proverbe, encore que nous disions maintenant tomber de Charybde dans Scylla, dans ce genre de situation très inconfortable. Dans les arbres, vite! Cria Gandalf. Et ils coururent aux arbres qui bordaient la clairière, cherchant ceux dont les branches étaient assez basses ou qui étaient assez minces pour permettre d'y grimper. Ils les trouvèrent avec toute la rapidité possible, vous l'imaginez bien, et ils montèrent aussi haut que l'autorisait la solidité des branches. Vous auriez ri, à distance respectable, de voir les nains assis là-haut dans les arbres, la barbe pendante comme de vieux messieurs retombés en enfance et jouant à chat perché. Fili et Kili se trouvaient au sommet d'un haut mélèze semblable à un énorme arbre de Noël. Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin étaient plus confortablement installés dans un immense pin aux branches régulières qui sortaient par intervalles comme les rayons d'une roue. Bifur, Bofur, Bombur et Thorin étaient perchés dans un autre. Dwalin et Balin avaient grimpé à un sapin assez dépourvu de branches, et ils s'efforçaient de trouver un endroit où s'asseoir dans la verdure des rameaux les plus élevés. Gandalf, qui était passablement plus grand que les autres, avait trouvé un arbre qui se dressait au bord même de la clairière. Il était complètement caché dans les branches, mais on pouvait voir ses yeux luire à la lueur de la lune quand il regardait au dehors. Et Bilbo? Il ne pouvait monter à aucun arbre, et il courait d'un tronc à l'autre comme un lapin pourchassé par un chien et qui aurait perdu son trou. « Tu as encore laissé le cambrioleur derrière, » dit Nori à Dori, regardant en bas. « Je ne peux pas toujours porter des cambrioleurs sur mon dos le long des tunnels ou en montant aux arbres, » répliqua Dori. « Pour qui me prends-tu? Pour un portefaix? »« Il va être dévoré si nous ne faisons rien, » dit Thorin, car il y avait tout autour d'eux à présent des hurlements qui se rapprochaient toujours davantage. « Dori » appela-t-il, car Dori était le plus bas dans l'arbre et le plus aisé d'accès. « Aide Monsieur Saquet à monter, fais vite !» Dori était vraiment un brave nain, en dépit de toutes ses grogneries.
Le pauvre Bilbo ne put atteindre sa main, même quand le nain descendit jusqu'à la dernière branche pour tendre le bras aussi loin qu'il lui était possible. Dori descendit donc jusqu'à terre afin de permettre à Bilbo de grimper sur son dos et de se dresser sur ses épaules. Juste à ce moment, les loups débouchèrent, hurlant, dans la clairière. Tout soudain, il y eut des centaines d'yeux qui les regardaient. Dori n'abandonna toutefois pas Bilbo. Il attendit que le hobbit eût grimpé de ses épaules dans les branches, et alors il y bondit lui-même. Il était temps. Un loup, happant le pan de son manteau au moment même où il se hissait, faillit l'attraper. En un instant, il y eut toute une horde hurlant tout autour de l'arbre et bondissant le long du tronc, yeux flamboyants et langues pendantes. Mais même les wargs sauvages, c'est ainsi que se nomment les mauvais loups au-delà de la limite du désert, ne peuvent grimper aux arbres. Nos amis étaient en sécurité pour le moment. Heureusement, il faisait chaud et il n'y avait pas de vent. Les arbres ne sont en aucun temps un endroit confortable pour rester assis longtemps. Mais par le froid et le vent, avec des loups qui vous attendent tout autour, ce peut être une situation parfaitement désespérée. Cette clairière était évidemment un lieu de rassemblement pour les loups. Il en venait sans cesse de nouveau. Ils laissèrent des gardiens au pied de l'arbre dans lequel s'étaient réfugiés Dori et Bilbo, et allèrent flairer alentour jusqu'à ce qu'ils eussent reconnu tous les arbres où il y avait quelqu'un. Ils gardèrent aussi cela, tandis que tous les autres, des centaines et des centaines, allaient s'asseoir en un grand cercle dans la clairière. Et au centre se trouvait un grand loup gris. Il leur parla dans l'horrible langage des wargs. Gandalf le comprenait. Bilbo, non. Mais il lui parut terrible, et il lui semblait qu'il ne s'agissait que de choses cruelles et atroces, ce qui était le cas. De temps à autre, tous les wargs du cercle répondaient tous ensemble à leur chef gris, et leur affreuse clameur faisait presque choir notre ami de son pain. Je vais vous dire ce qu'entendit Gandalf, bien que Bilbo ne le comprit point. Les wargs et les gobelins s'entraidaient parfois dans leurs méchantes opérations. Les gobelins ne se hasardent d'ordinaire pas très loin de leur montagne, à moins que, chassés, ils ne doivent chercher une nouvelle demeure ou qu'ils ne partent en guerre, ce qui, je suis heureux de l'ajouter, ne s'est pas produit depuis longtemps. Mais à cette époque-là, ils partaient parfois faire des razzias, en particulier afin de se procurer des vivres ou les esclaves qui travaillaient pour eux. Alors, ils faisaient souvent appel à l'aide des wargs, avec lesquels ils partageaient le butin. Parfois, ils les montaient comme les hommes font des chevaux. Or, il apparaissait qu'une grande expédition de gobelins avait été projetée pour ce soir-là. Les wargs étaient venus pour retrouver les gobelins, et ceux-ci étaient en retard. La raison en était sans nul doute la mort du grand gobelin et tout le trouble causé par les nains, Bilbo et le magicien qu'ils pourchassaient probablement encore. En dépit des dangers de cette terre lointaine, des hommes hardis étaient revenus depuis quelque temps dans le sud, où ils abattaient des arbres et se construisaient des habitations parmi les bois plus plaisants des vallées et le long de la rivière. Ils étaient nombreux, braves et bien armés, et même les wargs n'osaient les attaquer en plein jour s'il y en avait beaucoup ensemble. Mais à présent, ils avaient formé le projet avec l'aide des gobelins de tomber de nuit sur certains des villages les plus proches des montagnes. Si leur plan avait été exécuté, ils ne seraient pas restés là, âmes qui vivent le lendemain. Tous auraient été tués, à l'exception des quelques-uns que les gobelins soustraillaient aux loups pour les emmener prisonniers dans leurs cavernes. C'étaient là des discours terribles à entendre, non seulement à cause des braves bûcherons et de leurs femmes et enfants, mais aussi à cause du danger qui menaçait maintenant Gandalf et ses amis. Les wargs étaient irrités et déconcertés de les trouver à leur lieu de réunion. Ils les prenaient pour des amis des bûcherons, venus les espionner, et ils craignaient que ces intrus ne rapportassent la nouvelle de leur plan dans les vallées. Les gobelins et les loups devraient ainsi livrer un terrible combat, au lieu de capturer des prisonniers et de dévorer des gens tirés brusquement de leur sommeil. Les wargs n'avaient donc aucune intention de s'en aller et de laisser échapper les occupants des arbres, en tout cas pas avant le matin. Et bien avant cela, disait-il, les soldats gobelins descendraient des montagnes. Et les gobelins savent grimper aux arbres ou les abattre. Ainsi, vous pouvez concevoir pourquoi Gandalf, en écoutant leurs grognements et leurs glapissements, commençait d'éprouver une peur affreuse, tout magicien qu'il était. Il sentait que lui et ses amis se trouvaient dans un très mauvais endroit,
et qu'il n'était encore aucunement tiré d'affaire. Tout de même, il n'allait pas laisser les wargs faire comme il l'entendait, encore qu'il ne pût pas grand-chose, perché dans un grand arbre avec des loups tout autour en dessous. Il cueillit les énormes pommes de pin aux branches de son arbre. Puis, il en alluma une avec une brillante flamme bleue et la jeta toute sifflante dans le cercle des loups. Elle en frappa un sur le dos. Son pelage rude prit aussitôt feu, et il se mit à bondir de ci, de là, en poussant d'horribles glapissements. Puis en vinrent une autre, et une autre, l'une en flamme bleue, une autre en flamme rouge, et une autre en flamme verte. Elles éclatèrent sur le sol au milieu du cercle et se répandirent en étincelles et en fumée colorée. L'une, particulièrement grosse, atteignit le chef des loups sur le museau. Il sauta à 10 pieds en l'air, puis se rua tout autour du rond, mordant et happant les autres loups dans sa colère et sa peur. Les nains et Bilbo crièrent et poussèrent des hurrahs. La rage des loups était terrible à voir, et le tumulte qu'ils faisaient emplit toute la forêt. Les loups craignaient le feu en tout temps, mais ce feu-ci était des plus horriblement étranges. Quand une étincelle atteignait leur pelage, elle s'y collait et brûlait leur peau. S'ils ne se roulaient pas vivement, ils étaient bientôt tout en flammes. Au bout de très peu de temps, dans toute la clairière, des loups se roulaient sans arrêt pour éteindre les étincelles de leur dos, tandis que ceux qui brûlaient couraient de ci de là, hurlant et en enflammant d'autres, au point que leurs propres amis les chassaient, et ils s'enfuirent le long des pentes en criant et en gémissant à la recherche d'eau. Qu'est-ce que tout ce tumulte dans la forêt ce soir demanda le seigneur des aigles. Il était assis, noir dans le clair de lune, au sommet d'un pic isolé du côté oriental des montagnes. J'entends la voix des loups. Les gobelins sont-ils sortis pour quelques mauvais coups dans la forêt? Il s'éleva dans les airs, et aussitôt 2 de ses gardes s'élancèrent de rocs situés de part et d'autre pour le suivre. Ils montèrent en décrivant de grands cercles dans le ciel, d'où ils observèrent le rond des wargs, point minuscule, loin, loin en bas. Mais les aigles ont des yeux perçants, et ils sont capables de voir de petites choses à très grande distance. Le seigneur des aigles des monts brumeux avait des yeux qui pouvaient regarder le soleil sans ciller et voir remuer un lapin sur le sol à 1 mille en dessous, fût-ce à la lueur de la lune. Aussi, même sans discerner les gens dans les arbres, il pouvait distinguer la confusion qui régnait parmi les loups ainsi que les tout petits éclats du feu et entendre les hurlements et les glapissements monter faiblement de loin en dessous de lui. Il voyait aussi le reflet de la lune sur les lances et les casques des gobelins, qui en longues files sortaient de leurs portes, rampaient le long des pentes des collines et disparaissaient dans la forêt. Les aigles ne sont pas des animaux bienveillants. Certains sont lâches et cruels. Mais l'ancienne race des montagnes du Nord comptait les plus grands de tous les oiseaux. Ils étaient fiers et forts et avaient le cœur noble. Ils n'aimaient pas les gobelins, mais ils ne les craignaient pas non plus. Quand ils leur prêtaient la moindre attention, ce qui était rare car ils ne mangeaient pas semblables créatures, ils fondaient sur eux, les renvoyaient, poussant des cris éperdus dans leurs cavernes, et arrêtaient ainsi toute méchanceté que les autres étaient en train de commettre. Les gobelins haïssaient et redoutaient les aigles, mais ils ne pouvaient atteindre leur demeure élevée ni les chasser des montagnes. Ce soir, le seigneur des aigles était extrêmement curieux de savoir ce qui se tramait. Il appela donc à lui de nombreux autres aigles, et ils s'envolèrent des montagnes. Décrivant lentement de grands cercles, ils descendirent toujours davantage vers le rond des loups et le lieu de rassemblement des gobelins. Et ce fut heureux. Des choses affreuses s'étaient passées là en bas. Les loups qui avaient pris feu et s'étaient enfuis dans la forêt l'avaient enflammé en plusieurs points. C'était le plein été, et sur ce versant oriental des montagnes, il n'avait guère plu depuis un certain temps. Les fougères impériales jaunissantes, l'épais lit d'aiguilles de pin et par-ci, par-là, des arbres morts furent bientôt en feu. Tout autour de la clairière des wargs, les flammes jaillissaient. Mais les loups de garde ne quittaient pas les arbres. Affolés et exaspérés, ils bondissaient et hurlaient autour des troncs, maudissant les nains dans leur horrible langage, la langue pendante et les yeux brillants d'un éclat aussi rouge et aussi féroce que les flammes. Et puis, soudain, les gobelins accoururent, poussant de grands cris. Ils croyaient qu'il s'agissait d'un combat avec les bûcherons.
Mais ils ne tardèrent pas à apprendre ce qui s'était réellement passé. Les uns s'assirent pour se laisser aller à un accès de rire. D'autres agitèrent leurs lances et en heurtèrent la hampe contre leur bouclier. Les gobelins n'ont pas peur du feu, et ils eurent bientôt formé un plan qui leur paraissait des plus amusants. Certains rassemblèrent tous les loups en bande. D'autres entassèrent des fougères et des broussailles au pied des troncs, tandis que d'autres encore se précipitaient alentour pour piétiner et battre et piétiner jusqu'à ce que presque toutes les flammes fussent éteintes. Mais ils se gardèrent d'éteindre le feu le plus voisin des arbres dans lesquels se trouvaient les nains. Ce feu-là, ils le nourrirent au contraire de feuilles, de branches mortes et de fougères. Ils eurent ainsi bientôt un cercle de fumée et de flammes tout autour des nains, cercle qu'ils empêchèrent de s'étendre vers l'extérieur, mais qui gagna lentement vers son centre jusqu'à ce que le feu courant vînt lécher le combustible entassé sous les arbres. La fumée piqua les yeux de Bilbo. Il sentait la chaleur des flammes, et à travers il pouvait voir les gobelins danser en rond, comme les participants à travers un feu de la Saint-Jean. Derrière le cercle des guerriers danseurs avec leurs lances et leurs haches, se tenaient, à distance respectueuse, les loups qui observaient et attendaient. Le hobbit entendit les gobelins entonner une chanson horrible. 15 oiseaux dans 5 sapins. Leurs plumes furent agitées par une ardente brise. Mais ces pauvres petits oiseaux n'avaient point d'ailes. Ah, que va-t-on faire de ces drôles de petites choses? Les rôtir vives ou les cuire en ragoût dans une marmite? Les frire, les faire bouillir et les manger toutes chaudes? Puis ils s'arrêtèrent pour s'écrier. Envolez-vous, petits oiseaux, envolez-vous si vous le pouvez. Descendez, petits oiseaux, ou vous allez être grillés au nid. Chantez, chantez, petits oiseaux. Pourquoi ne chantez-vous pas? Allez-vous-en, petit garçon, cria Gandalf en retour. Ce n'est pas l'époque de la couvaison, et les vilains petits garçons qui jouent avec le feu se font punir. Il disait cela pour les fâcher, pour leur montrer qu'ils ne lui faisaient pas peur, bien que ce fût le cas, naturellement, tout magicien qu'il était. Mais ils ne relevèrent pas la chose et continuèrent à chanter. Brûlez, brûlez, arbres et fougères, recroquevillez-vous et roussissez, torches grésillantes pour éclairer la nuit de nos délices, yahey! Cuisez-les, grillez-les, faites-les frire et rôtir, jusqu'à ce que les oiseaux flambent et les yeux se fassent vitreux, jusqu'à ce que les cheveux sentent et que la peau craque, que la graisse fonde et que les eaux noircies en cendres se répandent sous le ciel. Ainsi mourront les nains, et s'éclairera la nuit pour notre joie. Yahey, yahi, yahoy. Et sur ce yahoy, les flammes atteignirent l'arbre de Gandalf. Un instant après, elles avaient gagné les autres. L'écorce prit feu. Les branches basses craquèrent. Gandalf grimpa alors au sommet de l'arbre. L'éclat soudain s'échappa comme un éclair de sa baguette, tandis qu'il s'apprêtait à sauter de là-haut, juste au milieu des lances des gobelins. C'eût été sa mort, bien qu'il en eût sans doute tué bon nombre en tombant comme la foudre parmi eux. Mais il ne sauta jamais. Juste à ce moment, le seigneur des aigles fondit du haut des airs, le saisit dans ses serres et disparut. Un hurlement de colère et de surprise s'éleva parmi les gobelins. Le seigneur des aigles, auquel Gandalf avait maintenant parlé, glatit puissamment. Les grands oiseaux qui l'accompagnaient firent demi-tour et descendirent comme d'énormes ombres noires. Les loups gémirent et grincèrent des dents. Les gobelins hurlèrent, trépignèrent de rage et lancèrent en vain leurs lourdes lances. Au-dessus d'eux fondirent les aigles. Le sombre et rapide battement de leurs ailes les précipita à terre ou les projeta au loin. Leurs serres déchirèrent les visages des gobelins. D'autres oiseaux volèrent au sommet des arbres et saisirent les nains qui grimpaient à présent aussi haut qu'ils osaient le faire. Le pauvre Bilbo faillit bien être de nouveau laissé à la traîne. Il parvint tout juste à saisir les jambes de Dori au moment où celui-ci était enlevé le dernier. Et ils s'élevèrent tous deux au-dessus du tumulte et de l'incendie, Bilbo se balançant dans l'air au bout de ses bras presque rompus. À présent, loin au-dessous, gobelins et loups se dispersaient de tous côtés dans la forêt. Quelques aigles décrivaient encore de vastes cercles au-dessus du champ de bataille. Les flammes qui avaient attaqué les arbres s'élancèrent soudain au-dessus des plus hautes branches. Elles montèrent en un feu crépitant.
Il eut une brusque rafale d'étincelles et de fumée. Bilbo n'avait échappé que de justesse. Bientôt, la lumière de l'incendie devint faible en bas. Ce n'était plus qu'un clignotement rouge sur la terre noire. Et ils étaient très haut dans le ciel, s'élevant toujours davantage en large cercle. Bilbo ne devait jamais oublier ce vol, agrippé aux chevilles de Dori. Il gémissait « mes bras !» tandis que Dori grognait « mes pauvres jambes !» Dans les meilleures circonstances, les hauteurs donnaient le vertige à Bilbo. Il était pris de malaise rien qu'à regarder du haut d'une toute petite falaise, et il n'avait jamais aimé les échelles, sans parler des arbres, n'ayant jamais eu à échapper au loup jusqu'alors. Vous pouvez donc imaginer à quel point la tête lui tournait à présent, lorsqu'il regardait en bas entre ses pieds ballants, et qu'il voyait les terres noires s'étendre sous lui, touchées par-ci, par-là, d'un rayon de lune sur quelques rochers dans les collines, ou un ruisseau dans la plaine. Les cimes pâles des montagnes approchaient, avec des pointes rocheuses sortant d'ombres noires. Été ou pas, il faisait très froid. Il ferma les yeux, se demandant s'il allait pouvoir tenir plus longtemps. Alors il imagina ce qui se passerait s'il ne le faisait point. Il en eut mal au cœur. Le vol s'acheva juste à temps pour lui, juste avant que ses bras ne lui manquassent. Il lâcha haletant les chevilles de Dori et tomba sur la rude plateforme d'une aire d'aigle. Il resta étendu là sans parler, et ses pensées étaient partagées entre la surprise d'avoir été sauvé du feu et la peur de tomber de cette étroite surface dans les ombres profondes qui s'étendaient de part et d'autre. Il se sentait certes la tête assez confuse après toutes les terribles aventures des 3 derniers jours, sans avoir presque rien eu à manger, et il se prit à dire à haute voix. Maintenant, je sais ce que peut ressentir un morceau de lard que l'on retire soudain de la poêle avec une fourchette pour le remettre sur l'étagère. Non, non, vous ne le savez pas, entendit-il Dori lui répondre. Parce que le lard sait qu'il reviendra tôt ou tard dans la poêle. Et il faut espérer que ce ne sera pas le cas pour nous. D'ailleurs, les aigles ne sont pas des fourchettes. Oh non, ce ne sont pas du tout des fauvettes, des fourchettes, je veux dire, fit Bilbo, se mettant sur son séant et regardant avec inquiétude l'aigle penché tout à côté. Il se demanda quelle autre bêtise il avait pu sortir et si l'aigle ne les trouverait pas malhonnêtes. Mieux vaut ne pas être malhonnête envers un aigle lorsque l'on n'a que la taille d'un hobbit et que l'on se trouve tout là-haut la nuit dans son aire. L'aigle ne faisait qu'aiguiser son bec sur une pierre et lisser ses plumes sans prêter attention au hobbit. Bientôt, un autre aigle arriva. « Le seigneur des aigles vous ordonne d'amener vos prisonniers à la grande corniche, cria-t-il. Et il repartit. L'autre saisit Dori dans ses serres et s'envola dans la nuit, laissant Bilbo tout seul. Il lui restait juste assez de force pour se demander ce que le message entendait par prisonnier, et commençait à se voir mis en pièces comme un lapin pour le souper, quand arriva son tour. L'aigle revint, le saisit dans ses serres par le dos de l'habit et s'élança dans les airs. Cette fois, il ne parcourut qu'une petite distance. Très bientôt, Bilbo fut déposé, tremblant de peur, sur une grande corniche au flanc de la montagne. Aucun sentier n'y menait. On ne pouvait y accéder qu'en volant ou en sortir qu'en sautant par-dessus un précipice. Là, il trouva tous les autres, assis le dos à la paroi de la montagne. Il y avait aussi le seigneur des aigles, qui parlait à Gandalf. Il semblait que Bilbo ne dût pas être mangé, après tout. Le magicien et le seigneur aigle avaient l'air de se connaître un peu, et même d'être en relation d'amitié. En fait, Gandalf, qui avait souvent été dans les montagnes, avait un jour rendu service aux aigles et guéri leur seigneur d'une blessure par flèche. Vous voyez donc que les prisonniers signifiaient seulement les prisonniers délivrés des gobelins, et non les captifs des aigles. En écoutant la conversation de Gandalf, Bilbo comprit qu'ils allaient enfin s'échapper pour de bon des terribles montagnes. Le magicien discutait avec le grand aigle les plans en vue de transporter très loin les nains, lui-même et Bilbo, et de les déposer fort avant dans leur traversée des plaines en contrebas. Le seigneur des aigles ne voulait les amener à aucun endroit proche des habitations des hommes. « Ils tireraient sur nous avec leurs grands arcs d'ifs, dit-il, car ils croiraient que nous en voulons à leurs moutons. Et en d'autres temps, ils auraient raison. Non, nous sommes heureux de soustraire leur prise aux gobelins, ainsi que de vous témoigner notre reconnaissance,
Mais nous ne voulons pas nous risquer pour des nains dans les plaines du sud. Bon, dit Gandalf, amenez-nous où et aussi loin que vous le voudrez bien. Nous sommes déjà profondément obligés. Mais en même temps, nous sommes extrêmement affamés. Pour moi, je suis presque mort d'inanition, dit Bilbo d'une petite voix faible que personne n'entendit. On peut sans doute y remédier, dit le seigneur des aigles. Un peu plus tard, on pouvait voir un grand feu briller sur la corniche, et autour les silhouettes des nains en train de faire une cuisine d'où s'élevait une bonne odeur de rôti. Les aigles avaient apporté pour combustible des branches sèches, et aussi des lapins, des lièvres et un agneau. Les nains s'occupèrent de tous les apprêts. Bilbo était trop faible pour aider. De toute façon, il n'avait guère d'aptitude à écorcher les lapins ou à découper la viande, ayant l'habitude de se la faire livrer par le boucher toute prête pour la cuisson. Gandalf était, lui aussi, étendu, après avoir apporté sa contribution en allumant le feu, puisque Huin et Glóin avaient perdu leur briquet. Les nains ne se sont jamais mis aux allumettes encore à ce jour. Ainsi prirent fin les aventures des monts brumeux. Bientôt, l'estomac de Bilbo retrouva sa confortable impression de plénitude, et notre ami sentit qu'il allait pouvoir dormir avec contentement, encore qu'en vérité, il eût préféré une bonne miche et du beurre à des petits morceaux de viande grillés sur des bâtons. Il dormit, pelotonné sur le dur roc, plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait dans son lit de plumes chez lui dans son petit trou. Mais, toute la nuit, il rêva de sa propre maison, et, dans son sommeil, il en parcourut toutes les pièces, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait trouver et dont il ne se rappelait pas même l'aspect.